Un mardi après-midi, après plusieurs regards furtifs et des sourires en coin, je me suis enfin approchée et lui ai demandé si elle voulait un autre café. Quand je suis retournée au comptoir, Serena a levé les yeux, et pour la première fois, j'ai pleinement ressenti sa présence. Elle était belle, mais pas d'une beauté froide ou intimidante. Elle dégageait une assurance naturelle et raffinée, de celle qui laissait deviner qu'elle avait grandi dans des milieux où l'on prononçait des discours plutôt que de simplement les écouter. Elle a souri et m'a proposé de me resservir un verre, puis a désigné la chaise vide à sa table et m'a demandé si j'avais le temps de m'asseoir. Nous avons finalement discuté pendant 3 heures ce premier après-midi. Bienvenue à tous. Avant de commencer, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est parti. Je m'appelle Malik Diop. J'ai 28 ans et depuis 4 ans, je dirige une entreprise technologique à Austin appelée Diop Dynamics. Nous développons des logiciels d'entreprise qui aident les sociétés à gérer et à optimiser leur infrastructure de données. C'est le genre de travail qui fait le bonheur des directeurs techniques et des équipes opérationnelles, mais qui laisse les autres indifférents lors des dîners. Ce qui avait commencé comme un petit projet avec 2 ingénieurs et des bureaux loués est devenu, au fil du temps, une entreprise valorisée à environ 50 millions de dollars. Je ne suis pas du genre à faire des manières, mais je suis loin d'être fauché. Et j'ai appris très tôt que l'argent influence la façon dont les gens vous traitent, indépendamment de votre véritable personnalité. Au début de la vingtaine, j'ai fréquenté quelques femmes qui semblaient sincèrement intéressées au départ, mais leur comportement a changé lorsqu'elles ont découvert ce que je gagnais et la valeur de mon entreprise. Du jour au lendemain, tout tournait autour des vacances, des voitures, des restaurants et de mes perspectives financières à long terme. Les conversations qui avaient commencé par la musique et les films se terminaient par des questions sur les actions et les comptes d'investissement. Je me demandais sans cesse si elles s'intéressaient à moi ou à mon compte en banque. Même lorsqu'elles étaient aimables, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elles faisaient des calculs mentaux à chaque fois qu'elles me regardaient. Ce comportement m'a rendu méfiant. J'ai commencé à gérer mes finances avec la plus grande discrétion. Je conduisais une Toyota Camry plutôt qu'une voiture ostentatoire. Je portais des vêtements sobres. Pas de montre qui criait au luxe. Aucun signe extérieur de richesse. Je ne mentais pas si l'on me posait directement des questions sur mon entreprise, mais je laissais les gens penser que j'étais un informaticien comme les autres, avec un salaire correct et un train de vie modeste. Il était plus facile de savoir qui appréciait vraiment ma personnalité quand je ne leur présentais pas les détails de ma fortune. 14 mois avant que tout ne bascule, j'ai rencontré Serena Blackwell dans un café appelé Radio Coffee, sur South Lamar. J'y allais depuis des mois, travaillant sur mon ordinateur portable à une table dans un coin, sirotant un café froid tout en répondant à mes courriels et en relisant des rapports de code. Serena avait élu domicile à une autre table, toujours entourée de manuels et de notes. Elle préparait son diplôme de commerce à l'Université du Texas à Austin, ce que je n'ai appris qu'après des semaines à l'observer discrètement étudier avec cette concentration qu'on observe généralement chez les personnes très sérieuses quant à leur avenir. Un mardi après-midi, après plusieurs regards furtifs et des sourires en coin, je me suis enfin approchée et lui ai demandé si elle voulait un autre café. Quand je suis retournée au comptoir, Serena a levé les yeux, et pour la première fois, j'ai pleinement ressenti sa présence. Elle était belle, mais pas d'une beauté froide ou intimidante. Elle dégageait une assurance naturelle et raffinée, de celle qui laissait deviner qu'elle avait grandi dans des milieux où l'on prononçait des discours plutôt que de simplement les écouter. Elle sourit et me proposa de me resservir un verre, puis désigna la chaise vide à sa table et me demanda si j'avais le temps de m'asseoir. Nous avons finalement discuté pendant 3 heures ce premier après-midi. La conversation a abordé tour à tour la croissance fulgurante d'Austin, le prix des logements et les transformations de la ville depuis l'époque où ses grands-parents étaient jeunes. Elle m'a raconté que sa famille était installée à Austin depuis des générations, que son arrière-grand-père était un magnate de l'élevage qui avait acheté des terres avant qu'Austin ne soit complètement recouverte de béton et de verre. Sa famille était encore très aisée. L'argent du vieux Austin, celui qui s'accompagne d'adhésion à des clubs privés, d'attentes tacites et d'un confort qui se transmet de génération en génération. Dès le premier jour, j'ai compris que Serena avait grandi dans un milieu aisé. Elle n'en était pas impolie, ni snob de façon caricaturale, mais elle percevait le monde à travers ce prisme, comme certaines personnes évaluent tout à travers leur carrière ou leur foi. Elle ne m'a pas demandé directement combien je gagnais, mais je la voyais bien noter les petits détails. L'ordinateur portable que j'utilisais, la montre que je portais, ma façon de parler de mon travail.
Il y avait dans son regard une subtile analyse, comme si elle avait l'habitude de classer les gens selon le niveau de vie qu'elle supposait qu'ils pouvaient offrir. J'ai donc délibérément choisi de ne pas lui donner une image claire de ma situation financière. Quand elle m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit que je travaillais dans l'informatique et je n'en ai pas dit plus. Je n'ai pas mentionné la fondation d'une entreprise spécialisée dans la dynamique des données. Je n'ai pas parlé des levées de fonds, des articles, des valorisations. J'ai mis mes vêtements les plus simples. Et quand nous avons finalement eu notre premier vrai rendez-vous, je suis venu la chercher avec ma Toyota Camry. La BMW est restée bien rangée dans mon garage. Je voulais savoir qui elle était vraiment, celle qu'elle était quand elle me voyait comme un simple ingénieur logiciel de la classe moyenne, menant une vie confortable sans extravagance. Le soir de notre premier rendez-vous, j'ai remarqué son regard furtif vers la Camry. C'était subtil, le genre de regard qu'on pourrait facilement prendre pour un détail, mais j'avais appris à décrypter ces petits détails. Serena sourit et dit « Belle voiture », d'un ton poli plutôt qu'impressionné. Je ris doucement et lui ouvre la portière. Nous allons dîner dans un restaurant de gamme moyenne en centre-ville, où l'on mange bien et à des prix raisonnables. Elle est charmante, drôle et perspicace tandis que nous parlons de ses cours. Ma journée de travail et la circulation à Austin me donnaient l'impression d'un désastre au ralenti. Au cours des mois suivants, Serena et moi avons trouvé notre rythme. Nous nous voyions 2 ou 3 fois par semaine. Parfois, nous nous retrouvions au Radio Coffee. Parfois, nous allions dîner ensemble. Parfois, nous restions chez moi et cuisinions. Elle adorait parler de ses projets pour l'année à venir. Une carrière en stratégie d'entreprise, peut-être dans le conseil, quelque chose qui lui permettrait de voyager et de bien vivre. Sa vision de l'avenir était toujours empreinte de notions comme confort de vie et sécurité financière. Et je voyais bien que ces mots avaient une signification différente pour elle que pour la plupart des gens. Des petites remarques ont commencé à révéler sa façon de penser. Quand on parlait de restaurant, elle disait des choses comme « Il y a un super resto à Westlake, mais il doit être assez cher ». D'un ton qui laissait entendre qu'elle ne voulait pas me mettre la pression. Si je proposais de partager l'addition d'un dîner cher, elle souriait avec une approbation sincère et disait « J'adore que tu sois aussi raisonnable avec l'argent ». La plupart des hommes essaient de m'impressionner en dépensant bien plus qu'ils ne peuvent se permettre. En apparence, c'était respectueux. Mais en réalité, elle laissait entendre que je gérais un budget serré. Elle m'a parlé davantage de sa famille au fil du temps. Ses parents, Denise et Léon Blackwell, étaient profondément ancrés dans la vieille aristocratie d'Austin. Sa mère était très impliquée dans des conseils d'administration d'organismes caritatifs et artistiques. Son père exerçait une activité peu claire mais lucrative dans le domaine des investissements et de l'immobilier. Son oncle, Reginald Blackwell, était banquier d'affaires et vénérait sa carrière. La famille était membre du Westwood Country Club et Serena a grandi en assistant à des galas, des collectes de fonds et des événements mondains où l'apparence primait. Et la première fois que j'ai rencontré ses parents, c'était dans leur maison, située dans un quartier résidentiel calme et arboré, digne d'une carte postale de la richesse. La maison des Blackwell était grande, mais sans ostentation. Façade en pierre, pelouse impeccablement entretenue, œuvre d'art d'une valeur inestimable, sans ostentation. Denise m'a accueilli à la porte avec un sourire chaleureux et une étreinte délicate, à la fois bienveillante et réservée. Léon m'a serré la main, m'a demandé ce que je faisais et a hoché la tête poliment quand j'ai dit que je travaillais dans le développement de logiciels. Ils étaient courtois, mais une distance régnait, comme s'ils avaient déjà décidé que je n'étais que de passage. Le dîner chez les Blackwell était une véritable mise en scène, enveloppée de politesse. Les parents de Serena m'ont posé des questions anodines sur mon travail, mon éducation, ma famille. J'ai répondu sans trop en dire, en gardant une conversation légère. Chaque fois que j'évoquais Diop Dynamics, je le décrivais en termes simples, sans jamais employer le mot « fondateur », ni faire allusion à des chiffres. Léon acquiesçait et disait des choses comme « Il y a toujours du travail dans le logiciel, de nos jours ». Sur un ton qui laissait entendre que c'était respectable, mais pas particulièrement impressionnant. Denise m'a interrogé sur mes objectifs à long terme d'un ton qui rappelle celui qu'on emploie lorsqu'on espère que quelqu'un nous rassurera sur le bon choix de son enfant. La première fois que j'ai rencontré l'oncle Reginald, c'était lors d'un barbecue familial dans leur jardin. Il est arrivé en costume sur mesure malgré la chaleur, a légèrement desserré sa cravate pour paraître détendu et a salué tout le monde comme s'il était l'animateur d'une émission. Quand Serena m'a présenté, elle a dit « Voici Malik ».
Il travaille dans l'informatique. Comme si on disait, voici Malik. Il travaille à la banque. Réginald m'a serré la main d'une poigne ferme et m'a adressé un sourire forcé qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. L'informatique, hein? A-t-il dit, son regard glissant un instant vers mes chaussures avant de revenir à mon visage. Secteur concurrentiel. J'espère que tu mets de l'argent de côté pour les fluctuations du marché. Le secteur technologique d'Austin est assez instable. J'ai souri et dit que je faisais de mon mieux. Il m'a tapoté l'épaule en riant de façon théâtrale et a ajouté: c'est judicieux de rester réaliste. Inutile de courir après un train de vie qui ne correspond pas à tes revenus. Quelques proches, présents à proximité, souriaient en signe d'approbation. Et même si personne n'a tenu de propos ouvertement cruels, j'ai clairement perçu le message. À leurs yeux, je sortais avec quelqu'un d'un rang social supérieur. Ce schéma s'est répété de différentes manières au fil des mois. Lors des dîners de famille, les conversations tournaient invariablement autour des carrières, des investissements et des projets d'avenir. Je parlais de mes projets professionnels, et Réginald m'interrompait aussitôt pour raconter des anecdotes sur les transactions qu'il avait conclues ou sur les clients qu'il avait accompagnés. De temps à autre, il lançait une remarque du genre: à ton stade, la priorité, c'est de se constituer une petite épargne. Peut-être que dans une dizaine d'années, tu auras assez pour envisager des investissements sérieux. Les gens riaient poliment et je réprimais l'envie de leur faire remarquer que mon épargne suffirait probablement à lui acheter sa maison. Aucun d'eux ne savait que Diop Dynamics avait déjà réalisé plusieurs levées de fonds, que nous avions d'importants clients, ni que je possédais un Pantouz en centre-ville dont je n'avais jamais parlé. Leurs préjugés étaient superficiels. Ma voiture, ma garde-robe, la façon dont Serena m'a présenté comme un employé plutôt que comme un propriétaire. Au début, cela m'agaçait légèrement. Avec le temps, cette dévalorisation constante a commencé à me peser. Je savais pertinemment que ma valeur n'était pas liée à leur perception, mais être traité comme un moins que rien par toute une famille finit par peser. Avec Serena, la dynamique s'est installée dans quelque chose de subtil et complexe. Elle ne m'a jamais traité de pauvre ni n'a jamais tenu de propos ouvertement cruels, mais elle s'était forgé une image d'elle-même financièrement stable, sortant avec quelqu'un de pragmatique et réaliste. Quand elle parlait de son avenir, elle plaisantait. Je suppose que je n'aurais qu'à trouver un mari riche pour me gâter. Puis elle riait et me tapotait le bras comme si de rien n'était. Elle parlait de vacances de luxe, puis se reprenait à dire qu'on pouvait faire quelque chose de plus simple. Bien sûr, je sais que tu fais attention à l'argent. À chaque fois, ça sonnait bien. À chaque fois, ça me plaçait en dessous d'elle, sur une échelle invisible. Au fil des mois, j'ai commencé à tester les limites de ce discours. Un jour, en passant devant une concession de voitures haut de gamme, Serena a pointé du doigt un modèle qui lui plaisait et a dit: c'est la voiture de mes rêves. Peut-être un jour. J'ai souri et j'ai dit: si je voulais cette voiture demain, je pourrais l'acheter comptant, mais je préfère investir cet argent dans l'entreprise. Elle a ri comme si j'avais fait une petite blague. Plus tard, alors que nous faisions la queue au supermarché, elle a jeté un coup d'œil à mes baskets usées et a dit: tu sais vraiment rentabiliser tes achats. J'aime ça chez toi. Elle le pensait comme un compliment. Je l'ai perçu comme une confirmation de ce qu'elle croyait. La remise des diplômes de Serena à l'Université du Texas à Austin est devenue le centre de son univers pendant des mois. Elle parlait sans cesse de l'obtention de son diplôme, de la fête que ses parents organisaient au Westwood Country Club, de la liste des invités, du traiteur et du groupe de musique. Pour sa famille, ces événements représentaient bien plus qu'une simple fête. C'étaient des occasions de réaffirmer leur statut, de montrer à la communauté qu'ils occupaient toujours la même place dans la hiérarchie sociale. Serena ressentait le poids de cette attente, et paradoxalement, elle s'en nourrissait. Une semaine avant la fête, Serena et moi étions assis sur mon canapé, des boîtes de plats à emporter entre nous, tandis qu'elle vérifiait les derniers détails sur son téléphone. Ça va être très chic, dit-elle en mâchant pensivement une bouchée. Vraiment très chic. Ma famille ne fait pas les choses à moitié pour ces occasions. Je ne voudrais surtout pas que tu te sentes à l'écart. Ses paroles étaient douces, mais l'implication était difficile à ignorer. Je lui ai souri et lui ai dit que j'avais hâte de fêter ça avec elle. Je n'avais pas mentionné que je m'étais déjà rendu plusieurs fois au Westwood Country Club pour des événements professionnels et des tournois caritatifs sponsorisés par Diop Dynamics. Le soir de la soirée, je suis arrivé à Westwood vêtu de mon habituel pantalon kaki et chemise,
la même tenue qui aurait parfaitement convenu à la plupart des événements d'entreprise. Dès que j'ai franchi les portes d'entrée, j'ai immédiatement compris qu'il s'agissait d'une mise en scène. Les hommes circulaient dans la salle en costume qui semblait taillé sur mesure. Les femmes portaient des robes dont le prix paraissait évident, sans qu'on ait besoin de le demander. L'éclairage était doux et raffiné. Un quatuor de jazz jouait dans un coin et des serveurs circulaient avec des plateaux de cocktails et de canapés. Serena était absolument sublime, inutile de faire semblant du contraire. Elle portait une robe noire moulante qui coûtait sans doute plus cher qu'un mois de loyer dans la plupart des quartiers. Et sa coiffure et son maquillage étaient si impeccables qu'on aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un magazine. Quand elle m'a vue, elle a souri, m'a embrassé sur la joue et m'a serré la main. « Tu as réussi », a-t-elle dit. Allez, viens, je veux te présenter tout le monde. Son enthousiasme était sincère, mais tandis qu'elle me faisait traverser la pièce, je sentais des regards se poser sur moi puis se détourner, comme si j'étais quelque chose qu'ils ne savaient pas comment catégoriser. « Voici Malik », disait Serena à chaque groupe de proches. « Il travaille dans l'informatique. » C'était la même phrase qu'elle répétait sans cesse. Non pas qu'il dirige une entreprise. Non pas qu'il possède une société de logiciels, il travaille simplement dans le secteur du logiciel. Comme on décrirait quelqu'un qui pointe à l'arrivée et au départ dans un bureau classique. Ses cousins, ses tantes et les amis de la famille ont souri, m'ont serré la main, ont posé quelques questions banales, puis ont repris leur conversation sur les voyages, l'immobilier et les stages de leurs enfants. J'avais déjà fréquenté bien des cercles de personnes influentes, mais jamais autant d'entre elles si habiles à éconduire poliment quiconque ne leur apportait pas d'intérêt évident. Après une heure de bavardage, je me suis retrouvée près du bar, un verre à la main, à écouter une cousine de Serena parler de l'écosystème des startups à Austin. Je sentais le léger brouhaha de la fête derrière moi. Les verres qui s'entrechoquent, les rires, la musique. C'est alors que l'oncle de Serena, Reginald, m'aperçut. Il leva son verre et me fit signe de venir avec ce même sourire condescendant que je reconnaissais depuis un an. « Malik, content de te revoir », dit-il en me tapotant l'épaule. « Comment se porte le monde du logiciel ?»« Je n'ai pas à me plaindre, » répondis-je. On n'a pas chômé. Reginald hocha la tête comme s'il écoutait un adolescent décrire un job d'été. « Voilà l'esprit, » dit-il. « Continue de bosser dur. Tu finiras peut-être par accéder à un poste de direction. » 2 ou 3 de ses amis rirent doucement, comme s'il avait raconté une blague plutôt amusante. Je pris une gorgée de ma boisson et fis mine de ne pas y prêter attention. Je n'avais aucune envie de transformer ce moment en compétition. Je savais exactement ce que j'aurais pu ajouter, et je savais aussi que cela n'aurait rien changé à la façon dont il me percevait. Reginald poursuivit, visiblement ravi de l'assistance qui s'était formée autour de lui. La situation économique est difficile pour les jeunes en ce moment, dit-il en levant son verre et en esquissant un toast. Il est important d'avoir des attentes réalistes quant au style de vie que l'on peut se permettre. Inutile de prétendre évoluer dans une sphère pour laquelle on n'est pas prêt. Ces paroles ont eu un impact plus fort qu'il ne l'avait sans doute voulu. Mais il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait de la hiérarchie sociale à laquelle il croyait. Celui où les gens comme lui dominaient d'office et où tous les autres devaient prouver leur valeur. Vers 22 heures, l'atmosphère changea. La musique continuait, mais les conversations devinrent confuses pour ceux qui avaient bu sans relâche toute la soirée. Serena était de ceux et sa confiance, déjà bien ancrée, s'était encore accrue. J'étais près du bar, en pleine discussion avec une de ses cousines au sujet des jeunes entreprises locales, quand j'ai aperçu Serena qui s'approchait de nous, le regard déterminé. Ses joues étaient rouges, ses yeux pétillaient d'une lueur presque irréelle, et l'atmosphère sembla se contracter instinctivement à son approche. Malik, lança Serena d'une voix si forte que les conversations alentour s'éteignirent. Il faut qu'on parle. Le ton était mal choisi. On le sent quand quelqu'un est sur le point de tout casser en public. Je sentis l'atmosphère se tendre. Quelques proches se retournèrent. La cousine avec qui je discutais s'écarta légèrement, nous laissant de l'espace tout en restant assez proche pour observer. J'ai posé mon verre sur le comptoir et me suis tourné vers elle, sentant le poids d'une douzaine de regards peser sur moi. J'ai pensé à nous, a dit Serena. Sa voix résonnait dans la pièce avec la clarté de quelqu'un qui ne se rendait pas compte du nombre de personnes qui l'écoutaient, à notre avenir, à ce que je voulais pour ma vie. Elle a marqué une pause, et dans ce silence, une autre petite conversation s'est éteinte. De plus en plus de gens se tournèrent vers nous.
Je ne pensais tout simplement plus que ça fonctionnait. Nous n'avons plus la même situation financière. Nous avons des objectifs différents, des attentes différentes quant à notre mode de vie. Ces mots ont eu plus d'impact car il ne s'agissait pas d'une confession privée, chuchotée dans un coin. Serena faisait une déclaration et l'avis du public comptait point. Elle jeta un bref coup d'œil autour d'elle, comme pour s'assurer qu'on l'entendait, puis se tourna vers moi. « Il me faut quelqu'un qui partage mes ambitions, dit-elle. Quelqu'un qui puisse m'offrir la vie que je souhaite construire. Tu es un homme bien, mais tu n'as pas les moyens de mon côté. Tu n'es pas un mari pour quelqu'un comme moi. » Quelques personnes laissèrent échapper un murmure d'étonnement. D'autres faisaient semblant de ne pas écouter tout en se rapprochant. L'humiliation était chirurgicale. Elle ne se contentait pas de rompre une relation. Elle s'assurait que chacun comprenne la raison. Je n'étais pas assez riche à son goût, du moins d'après ce qu'elle croyait. Bonne chance pour te payer un dîner sans l'aide de mon père, ajouta-t-elle en riant légèrement, jetant un coup d'œil à ses cousins. Quelques-uns laissèrent échapper des rires nerveux et gênés, comme pour dire qu'ils savaient qu'ils ne devraient pas rire, mais la pression sociale les y poussait malgré tout. C'était une plaisanterie à mes dépens, et ils étaient le public visé. C'est alors que Réginald arriva, attirée par la scène comme un papillon de nuit par la lumière. Et elle s'est placée dans le cercle qui s'était formé et a posé une main sur mon épaule avec une compassion feinte. « Ne le prends pas mal, fiston, » a-t-il dit, arborant ce même sourire condescendant exaspérant. Serena a des principes à respecter. Les attentes familiales, tu comprends. Je suis sûre que tu trouveras quelqu'un de plus adapté à ta situation. Peut-être que dans quelques années, quand ta carrière sera plus établie, tu pourras retenter ta chance avec des gens de ce milieu. Tout le groupe autour d'eux nous regardait comme si c'était un spectacle improvisé, mis en scène pour les divertir. Je sentais leur regard scruter ma réaction, guettant la moindre gêne, la moindre colère, la moindre scène. À ce moment précis, quelque chose a basculé en moi. Pas de la rage, ni même de la peine à proprement parler, mais une compréhension aiguë et lucide. Ces gens avaient passé 14 mois à m'évaluer, à me juger insuffisant, et maintenant ils célébraient mon prétendu échec comme si cela confirmait tout ce qu'ils croyaient savoir sur la richesse et la valeur. J'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti mon téléphone et je me suis éloignée de quelques pas du groupe. Serena fronça les sourcils, brièvement déstabilisée par l'interruption. Je composais un numéro que je connaissais par cœur. « Tyrone, » dis-je lorsqu'il décrocha, « oui, je dois venir te chercher au Westwood Country Club. Dans 30 minutes. » Tyrone Lewis était mon ami depuis la fac et travaillait maintenant comme pilote pour notre entreprise lors des visites importantes chez les clients et des déplacements professionnels. Et elle ne m'a pas demandé pourquoi j'appelais. Il a juste dit « je t'ai eu » et a raccroché. J'ai remis mon téléphone dans ma poche et me suis retournée vers le groupe. Leurs expressions mêlaient confusion et satisfaction narquoise. J'ai regardé Serena, puis Réginald, puis le cercle de proches qui venaient d'assister à mon départ public comme si c'était un spectacle. J'apprécie vos conseils concernant mon niveau, dis-je calmement. Merci d'avoir été aussi clair. Puis je me suis dirigé vers le bar, j'ai commandé un whisky et je me suis concentré sur le cliquetis des glaçons dans mon verre tandis que mon cœur retrouvait un rythme régulier. Les 28 minutes suivantes m'ont paru plus longues que n'importe quelle réunion à laquelle j'avais jamais assisté. Je suis resté près du bar, échangeant de temps à autre quelques mots polis avec les personnes qui traînaient aux alentours, conscient que presque tout le monde dans la salle suivait discrètement ma présence. Serena a tenté de m'approcher à 2 reprises, sans doute pour apaiser les tensions ou tenter de s'expliquer, mais j'ai secoué la tête et détourné le regard à chaque fois. Il n'y avait rien à sauver. La vérité sur qui elle était et qui était sa famille, celle qui me croyait démunie, avait déjà été révélée. Puis, alors que mon verre était à moitié plein, un son lointain commença à résonner dans l'air. D'abord faible, une légère vibration sous la musique et les conversations. Peu à peu, il gagna en intensité, en clarté, jusqu'à percer complètement le jazz et les bavardages. Le bruit des rotors d'hélicoptères est immédiatement reconnaissable. Les conversations s'interrompent brusquement. Tous les regards se tournent vers les fenêtres donnant sur le champ jouxtant le country club. Un silence s'installe. Quelques secondes plus tard, l'hélicoptère apparaît, élégant et moderne, et se pose avec une grâce maîtrisée dans le champ. Impossible de manquer le logo sur le côté. Diop Dynamics, imprimé en grosses lettres des 2 côtés de l'appareil. Le nom de ma compagnie, mon hélicoptère, se détachait sur la lumière des projecteurs.
Un silence de mort régnait dans la pièce. Les téléphones glissaient hors des poches. On s'approchait des hublots, essayant de comprendre ce qui se passait. J'ai fini mon whisky, posé mon verre sur le comptoir et mis un billet de 20 $ à côté. Puis je me suis dirigé vers la sortie sans me retourner vers la foule. Derrière moi, la voix de Serena a déchiré le silence stupéfait. « Malik, attends !» a-t-elle crié. Ses talons ont claqué sur le parquet ciré tandis qu'elle se précipitait derrière moi. J'ai continué à marcher. Et sa voix devint plus aiguë, plus désespérée. « Malik, s'il te plaît. » Le bruit des rotors de l'hélicoptère s'intensifia tandis que je sortais, le vent fouettant ma chemise et me poussant la poitrine. La porte du pilote s'ouvrit à mon approche et Tyrone se pencha, son casque déjà sur les oreilles. « Ça va ?» cria-t-il par-dessus le bruit. J'acquiesçai et m'installai sur le siège passager, bouclant ma ceinture d'une main ferme. Ce faisant, je jetai un coup d'œil en arrière vers le country club. À travers les larges fenêtres, je vis une foule rassemblée, les visages collés aux vitres. Les téléphones étaient brandis comme de minuscules miroirs lumineux. Certains étaient sans doute déjà en train de consulter les images de la salle sur leurs écrans, réalisant que l'homme qu'ils venaient de voir humilié n'était pas celui qu'ils croyaient. Serena a surgi des portes du club au moment même où nous décollions, ses cheveux fouettant son visage dans le vent. Elle a couru sur quelques pas en criant mon nom, mais elle n'avait nulle part où aller. La sécurité l'empêchait de s'approcher trop près de l'hélicoptère. Je l'ai vue rapetisser à mesure que nous nous élevions dans le ciel nocturne. Sa robe noire tranchait sur le champal. Puis elle n'était plus qu'une silhouette parmi d'autres, et les lumières de la ville engloutirent le paysage en contrebas. Le lendemain matin, Tyrone m'envoya un texto alors que je prenais mon premier café. Sa copine, Trina, travaillait à l'accueil à Westwood et était présente ce soir-là. D'après elle, dès que l'hélicoptère a décollé, la fête a sombré dans le chaos. Les invités se sont mis à chercher Diop Dynamics sur Google comme si leur vie en dépendait. Ils n'ont pas tardé à trouver des articles sur notre dernière levée de fonds, des interviews que j'avais données sur l'infrastructure de données et mon profil dans la liste des 40 Under 40 du Austin Business Journal. L'atmosphère dans la salle est passée d'une satisfaction suffisante à une gêne stupéfaite en quelques minutes. D'après Trina, Serena s'est effondrée. Elle a tenté de rattraper l'hélicoptère en talons, s'est vite rendue compte que c'était impossible, puis a passé près d'1 heure à sangloter dans les toilettes du country club, tandis que sa mère et ses cousins essayaient de la calmer. Denise était horrifiée en réalisant que leur famille venait d'humilier publiquement un multimillionnaire lors de leur propre fête. Léon, rivé à son téléphone, lisait tout ce qui se disait sur Diop Dynamics sur Internet, calculant sans doute mentalement la somme colossale qu'il venait de lui soutirer. La réaction de Reginald m'a fait rire quand Tyrone me l'a raconté plus tard. Il semblait se vanter de la rupture, se présentant comme l'oncle qui avait remis cette profiteuse à sa place. Cette version des faits n'a pas duré. Parmi les invités, des chefs d'entreprise et des investisseurs locaux ont immédiatement reconnu le nom de ma société. Ils savaient parfaitement qui j'étais et quelle était la valeur de Diop Dynamics. La rumeur s'est répandue que Reginald venait de ridiculiser publiquement l'un des jeunes entrepreneurs les plus prometteurs d'Austin devant tout le réseau Blackwell. L'histoire ne s'est pas arrêtée aux portes du country club. Quelqu'un m'avait filmé dès que je suis sortie pour monter dans l'hélicoptère. La vidéo a capturé la déclaration fracassante de Serena, affirmant que je n'étais pas à son niveau, l'apparition du logo Diop Dynamics, et moi marchant calmement vers l'appareil tandis qu'elle criait mon nom en arrière-plan. Et la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux ce soir-là. Dès le lendemain après-midi, le hashtag rupture hélicoptère était en tête des tendances locales. Les internautes partageaient la vidéo avec des légendes évoquant le karma, l'importance de ne pas juger sur les apparences et le danger de parler de haut aux inconnus. Les chaînes d'information locales ont relayé l'histoire, y voyant un exemple positif de confiance en soi discrète face à l'arrogance bruyante. Des forums d'affaires ont partagé la vidéo comme exemple de patience et de maîtrise de soi. Certains articles l'ont interprétée comme une parabole moderne sur l'argent et le caractère. Ce n'était absolument pas mon intention. Je n'avais pas appelé Tyrone pour me vanter. Je l'avais appelé parce que je voulais quitter cet endroit la tête haute et la maîtrise de mon histoire. Le spectacle a pris de l'ampleur sans que j'y sois pour rien. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner ce week-end-là. Serena appelait, envoyait des SMS et laissait des messages vocaux de plus en plus frénétiques. Au début, elle semblait confuse. « Malik, il faut qu'on parle. » Je ne savais pas. « Tu aurais dû me le dire », a-t-elle écrit dans un message.
Les suivants étaient empreints d'excuses. Je suis vraiment désolé. J'étais ivre. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. On peut arranger ça. Ça change tout. Plus tard, son ton devint désespéré. Tu ne peux pas partir comme ça à cause d'une seule erreur. Je t'aime. On peut encore avoir la vie dont on parlait. S'il te plaît, rappelle-moi. Elle répétait sans cesse la même chose. Elle ne savait pas. L'ignorance était à la fois sa défense et son excuse. Elle ne comprenait pas que son ignorance était justement le problème. Son comportement, lorsqu'elle pensait que je n'avais rien, en disait plus long sur sa personnalité que n'importe quelles excuses. L'argent n'avait rien changé à qui j'étais. Il avait seulement changé son regard sur moi. Cette différence comptait plus que tout ce qu'elle aurait pu dire par la suite. J'ai écouté quelques messages, puis j'ai cessé de les ouvrir. Réginald a tenté sa propre version de la gestion de crise. Il a appelé sous prétexte de vouloir apaiser les tensions. Dans son message vocal, il a dit « Malik, je crois que nous avons mal commencé. Il n'y a aucune raison d'avoir des tensions entre nous. Je pense même qu'il pourrait y avoir des opportunités d'affaires intéressantes à explorer ensemble. » Le passage soudain de mentor condescendant à partenaire potentiel était presque comique. Il n'a fait mention ni de la soirée, ni de ses commentaires, ni de la façon dont il m'avait ridiculisé. Il est passé directement au réseautage comme si les 14 derniers mois n'avaient été qu'un simple malentendu. Denise a fait livrer des fleurs à mon bureau, accompagné d'un petit mot manuscrit sur du papier à lettres crème. Malik, on pouvait lire. Notre famille regrette profondément tout désagrément qui aurait pu survenir lors de la fête de Serena. Les esprits étaient échauffés et des paroles ont été prononcées qui ne reflétaient pas toute l'admiration que nous portons à votre éthique professionnelle et à votre personnalité. Nous serions ravis de vous inviter à dîner afin de vous accueillir comme il se doit parmi nous. L'expression « notre cercle » m'a fait grincer des dents. Pendant 14 mois, j'avais été traité comme un intrus à la périphérie de ce cercle. Maintenant qu'ils connaissaient ma fortune, ils étaient prêts à m'ouvrir leurs portes. Serena a lancé une campagne d'envergure pour me reconquérir. Elle s'est présentée à mon immeuble de bureau à plusieurs reprises, m'attendant dans le hall avec un café et des tenues soigneusement choisies. Mon assistant, Patrice, a appelé la sécurité à 2 reprises lorsque Serena a refusé de partir après avoir appris que j'étais indisponible. J'ai finalement demandé à Patrice de signaler à la sécurité de l'immeuble que Serena n'était pas autorisée à monter. La fois suivante, Serena a haussé le ton dans le hall, m'accusant de dissimuler ma fortune et de la ridiculiser. Tu mens par omission, dit-elle. Tu m'as forcé à me ridiculiser. Comment aurais-je pu savoir que tu avais réussi? Tu conduisais une Toyota. Cette phrase me révéla tout. Elle n'était pas anéantie parce qu'elle m'avait blessée, mais parce qu'elle avait honte. Pour Serena, le vrai problème n'était pas d'avoir publiquement rejeté quelqu'un parce qu'il était financièrement inférieur à elle. Le vrai problème, c'était qu'elle s'était attaquée à la mauvaise personne. Si j'avais été aussi modeste qu'elle le croyait, elle aurait peut-être dormi sur ses 2 oreilles cette nuit-là. C'est l'hélicoptère de la vidéo, et non la cruauté, qui l'a hanté. Et sa famille a redoublé d'efforts pour se réconcilier. Léon a appelé à plusieurs reprises, laissant des messages pour exprimer son désir de discuter d'opportunités d'investissement potentielles concernant Diop Dynamics. Il a insisté sur son respect pour les entrepreneurs et sur son admiration pour ce que j'avais accompli. Denise a envoyé un autre message évoquant des malentendus familiaux et la possibilité d'une seconde chance. Réginald m'a proposé d'aller déjeuner dans un restaurant chic pour parler de nos intérêts professionnels communs, comme si nous avions toujours été égaux, au lieu de me traiter comme une personne à charge depuis 1 an. La pression sociale s'étendait bien au-delà de la famille. Serena a commencé à contacter tous nos amis communs, leur disant combien elle m'aimait et qu'il y avait simplement eu un malentendu lors de la soirée. Certains m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils comprenaient les 2 points de vue et que je devrais peut-être lui parler. D'autres m'ont assuré de leur soutien inconditionnel et que son geste était impardonnable. Serena a publié d'anciennes photos de nous 2 sur ses réseaux sociaux, accompagnées de légendes sur l'amour, le dépassement de l'orgueil et la capacité à surmonter les épreuves. Elle a présenté la rupture comme une histoire de malentendus et de blessures émotionnelles plutôt que comme une humiliation publique délibérée motivée par l'argent. L'épisode le plus révélateur s'est produit quelques semaines plus tard dans un restaurant du centre-ville. Je dînais avec un collègue lorsque j'ai aperçu Serena à une autre table, de l'autre côté de la salle,
avec un homme qui s'efforçait visiblement de la séduire. Et elle portait une montre de luxe qu'il ajustait sans cesse pour qu'elle reflète la lumière. Il parlait si fort que les personnes aux tables voisines pouvaient entendre parler de son portefeuille d'investissement et des transactions qu'il avait conclues. Il glissait des noms de commerces locaux dans la conversation comme s'il lisait une liste soigneusement sélectionnée. Serena semblait s'ennuyer. Sa posture était impeccable, son sourire poli, mais son regard était terne. Lorsqu'elle m'a aperçu, elle s'est excusée et s'est approchée de ma table avec une familiarité qui semblait ignorer tout ce qui s'était passé. « Ce type est un vrai raté », a-t-elle murmuré en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Il ne parle que d'argent et de statut. Je regrette de ne plus être avec quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui a de la profondeur. » Je la fixai un instant, laissant ces mots résonner en moi. L'ironie était presque douloureuse. « Quelqu'un de réel ?» demandai-je doucement. « Tu as rompu avec moi devant toute ta famille parce que tu pensais que je n'avais pas assez d'argent. » Serena secoua rapidement la tête. « J'étais ivre, dit-elle. J'étais stressée par la remise des diplômes, par mes parents, partout. Tu sais que ce n'est pas moi. Tu m'as appris ce qui compte vraiment. La réussite, c'est une question de caractère, pas de frime. C'est pour ça que je suis tombé amoureux de toi. On peut arranger ça. On peut changer la façon dont les gens perçoivent l'histoire. » Le problème, c'est que Serena n'avait toujours pas compris que l'histoire ne tournait pas autour de l'hélicoptère, de la vidéo ou des rumeurs. Et il s'agissait de ce qu'elle avait choisi de faire lorsqu'elle pensait que je n'avais rien d'autre à lui offrir que moi-même. Elle s'était forgé une image de moi, l'homme travailleur et modeste qui avait besoin des relations de sa famille. Cette image s'intégrait parfaitement à son récit, lui permettant de se sentir généreuse de fréquenter quelqu'un d'un milieu moins favorisé. Elle n'avait jamais vraiment vu la personne qui, assise en face d'elle, passait toutes ses soirées à peser le pour et le contre. Le temps a continué de s'écouler, avec ou sans elle. Diop Dynamics a continué de se développer. Nous avons finalisé les démarches pour l'entrée en bourse, et quelques mois plus tard, l'entreprise était valorisée à un peu plus de 200 millions de dollars. J'ai figuré dans la liste des 30 personnalités de moins de 30 ans les plus innovantes du secteur des logiciels d'entreprise établis par Forbes. Cette reconnaissance m'a paru étrange, mais méritée. J'avais bâti mon entreprise sans étaler ma richesse ni utiliser mon statut pour m'imposer dans des cercles comme celui de Westwood ce soir-là. Ma vie n'avait pas beaucoup changé, mais le regard que les autres portaient sur moi, si. C'est alors que j'ai fait une nouvelle rencontre. Elle s'appelait Nicole Harper, une avocate qui avait créé son propre cabinet à partir de rien. Elle était perspicace, directe et dotée d'un humour qui tranchait avec les faux-semblants. Nicole connaissait d'ailleurs les rouages de Diop Dynamics avant même de me connaître personnellement. Pourtant, lors de notre première rencontre à un événement de réseautage, elle m'a traité comme n'importe quelle autre personne présente. Elle a posé des questions pertinentes sur la culture d'entreprise, et non sur sa valorisation. Quand elle a appris que j'étais le fondateur, elle a hoché la tête une fois et m'a demandé quel genre d'affaires perturbait son propre cabinet. Quand j'ai finalement raconté à Nicole toute l'histoire de Serena, de la fête et de l'hélicoptère, elle a écouté sans m'interrompre. Elle n'a pas manifesté de surprise ni fait de plaisanterie sur la vengeance. Elle resta assise en silence jusqu'à ce que j'ai fini, puis dit « Dieu merci, tu as découvert qui elle était avant de l'épouser. » Il n'y avait aucune émotion dans sa voix, juste une certitude sereine. Nicole n'avait pas besoin de mon argent. Elle ne voulait pas en dépendre. Elle voulait construire une vie avec quelqu'un, pas s'installer dans une vie déjà toute faite. Être avec Nicole, c'était comme entrer dans un partenariat d'un genre nouveau. Quand je réalisais un bon trimestre au travail, elle était sincèrement ravie, car elle savait ce que cela représentait pour les personnes dont je payais les salaires, et pas seulement pour mon compte en banque. Quand elle gagnait un procès difficile, je l'écoutais analyser chaque détail, chaque décision stratégique, et je célébrais la victoire avec elle. Nous passions plus de temps à rire de broutilles qu'à parler d'investissement. Ce n'est pas que l'argent n'avait pas d'importance, c'est juste qu'il n'était pas au cœur de notre histoire. Les répercussions de la rupture en hélicoptère n'ont jamais complètement disparu du paysage social d'Austin. La vie sociale de Serena a été bouleversée. La vidéo l'a rendue suffisamment célèbre, mais pour de mauvaises raisons. Les hommes riches l'évitaient car ils avaient vu la vidéo et ne voulaient pas finir comme moi dans son histoire. D'autres hésitaient, sachant qu'ils seraient toujours comparés au millionnaire qu'elle avait éconduit. Malgré tous les efforts de Serena pour affirmer qu'elle avait changé. Son nom est devenu un sujet de conversation édifiant. Chuchoté lors des soirées,
lorsqu'on évoquait les dangers de juger trop vite. Sur le plan professionnel, Serena a connu des difficultés. Plusieurs entretiens d'embauche prometteurs semblaient se dérouler sous de bons auspices jusqu'aux dernières étapes, où les employeurs, inévitablement, faisaient une recherche sur Google et tombaient sur les articles et les vidéos la concernant. Dans une ville où le monde des affaires était bien plus interconnecté qu'on ne le pensait, la réputation comptait. Les responsables commencèrent à se demander discrètement s'ils souhaitaient garder dans leur équipe une personne dont le fait d'arme le plus médiatisé consistait à humilier un associé pour une question d'argent devant une salle comble. Les portes qui s'ouvraient autrefois automatiquement pour une personne portant son nom de famille commencèrent à rester fermées. La réputation de sa famille en prit également un coup. Réginald perdit plusieurs relations d'affaires lorsque la nouvelle de son comportement lors de la soirée se répandit. Certains clients potentiels ont décidé de ne pas faire confiance à quelqu'un qui s'était moqué publiquement d'entrepreneurs à succès en société. Denise et Léon se sont efforcés de rétablir la confiance, invitant des gens à dîner, multipliant les dons à des œuvres caritatives, faisant tout leur possible pour redorer leur image. Ils ont évoqué des malentendus regrettables et des erreurs de jeunesse. Mais le souvenir de cette soirée restait vivace. Quelques mois plus tard, j'ai pris la parole à l'Austin Startup Week pour parler de la création d'une culture d'entreprise durable et du leadership intègre. La salle était comble de fondateurs, d'investisseurs et de jeunes professionnels désireux de se faire une place dans le monde que je connais. J'ai évoqué l'humilité, l'importance d'écouter plus que de parler, et la nécessité de construire un projet qui reste le sien même après sa croissance. Je n'ai pas mentionné Serena ni les Blackwell directement. Mais j'ai évoqué l'importance de prêter attention à la façon dont les gens vous traitent lorsqu'ils pensent que vous ne pouvez rien leur apporter. En descendant de scène, les applaudissements résonnant encore dans ma tête, j'ai aperçu Serena dans le public au fond de la salle. Elle se tenait près d'une banderole, un bloc-notes à la main, paraissant plus mince et plus fragile que dans mon souvenir. Nos regards se croisèrent un bref instant, puis elle s'avança, se faufilant entre les groupes de personnes. Avant qu'elle ne puisse me rejoindre, la sécurité, prévenue par mon assistant, la fit discrètement s'écarter. Aucun incident, aucun cri, juste une barrière douce et ferme entre le passé et le présent. Je quittai les lieux avec Nicole à mes côtés, l'air frais du soir emplissant mes poumons. Tout le parcours, de notre première conversation à Radio Coffee jusqu'au décollage de l'hélicoptère à Westwood, en passant par le discours que je venais de prononcer, a défilé dans ma tête comme une longue suite. J'ai réalisé que j'étais reconnaissant pour tout cela. Les remarques condescendantes, la rupture publique, les visages stupéfaits derrière les fenêtres du country club. Ces moments avaient dissipé mes illusions. Ils m'avaient révélé la véritable nature de Serena et de sa famille, lorsqu'ils pensaient que je n'avais rien d'autre à leur offrir que moi-même. L'hélicoptère n'avait pas prouvé que j'étais digne de leur cercle. Il avait révélé que leur cercle n'avait jamais été digne du mien. J'avais bâti quelque chose de réel. Pas seulement une entreprise, mais la conviction de qui je voulais être et de qui je voulais avoir à mes côtés. L'argent avait changé leur façon de me traiter. Mais il n'avait pas altéré la vérité que j'ai comprise ce soir-là. Je n'avais pas besoin d'être à leur niveau. J'étais à ma place. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager avec vos amis. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes.